Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question de pourquoi est-ce qu'on a autant d'alimentation et de chargeurs chez soi. Vous savez, on en a tous des cartons de ces boîtiers noirs qui permettent d'alimenter des appareils ou de charger des appareils. Voilà. C'est des questions qui sont très légitimes. Si vous n'avez pas encore en faire, je vous le dis tout de suite, simplement allez les déposer à la déchetterie. Ça, c'est très très simple et des gens sauront quoi en faire. Ensuite, ce format-là, cette vidéo-là sera sans image, ce sera juste un peu format podcast. J'essaie, je tente. Et pareil, donc je fais un peu des tentatives, des expériences sur ma chaîne. YouTuber, c'est absolument pas mon travail. Je fais ça sur mon temps personnel pour le plaisir, parce que c'est des sujets qui m'intéressent. Qu'il y a des sujets, je pense que c'est des sujets qui sont importants pour la société, pour mieux comprendre dans le monde dans lequel on vit ou comment agir, ce genre de choses. Donc voilà, c'est pour le plaisir, mais n'hésitez pas à me faire des remarques et n'hésitez pas à me faire à me faire donner des conseils, à me dire les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, à me dire s'il faudrait plus faire des animations, s'il faudrait au contraire plus faire des vidéos plus courtes, s'il faudrait plus de vidéos, s'il faudrait, je sais pas moi, s'il y a des concepts que vous voudrez que je pousse plus loin, si je suis trop technique, trop détaillé, ou au contraire, vous souhaiteriez aller un peu plus dans les détails. Bref, n'hésitez pas à me faire des retours sur mes vidéos. Ils seront très écoutés et j'essaierai de m'y adapter pour essayer de vous fournir du contenu euh, plus apprécié. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on a autant de chargeurs? Il y a pas mal de réponses, en fait. Il y a beaucoup de réponses qui sont historiques, il y a des réponses qui sont politiques, écologiques, et il y a des réponses qui sont techniques. Donc on va commencer un petit peu par le côté historique. Historiquement, euh, les- l'électricité, ben, elle était gérée par les États. En fait, avant ça, avant l'électricité, ben, on avait des machines thermiques qui permettaient de faire des moteurs. Et ça, c'était très utilisé en usine. En usine, on avait nos moteurs et on pouvait faire nos productions. L'électricité, ben, ça a simplifié un petit peu le côté et la maintenance des machines. Donc ça, il y a eu un bon côté par rapport à ça, mais il y a eu un côté incroyable pour les usines, c'est qu'on a pu éclairer. Les machines thermiques, ça n'éclaire pas par défaut. Avec l'électricité, on éclaire, et si on éclaire, on peut produire de jour comme de nuit. Et donc là-dessus, ça a permis de rentabiliser beaucoup de machines, beaucoup d'usines, et donc pour des questions de sous, l'électricité, c'était très très bien. Donc voilà, chez les particuliers, à la base, ben, il y avait juste les lampes, hein. Il y avait pas... Bon, les questions de moteur derrière, c'est aussi assez vite arrivé. Il y a eu des usages, notamment bah, par exemple pour des lave-vaisselle, pour des aspirateurs, ce genre de choses. Tout ça, ça va être avec les systèmes de pompe. En fait, tout ça, c'est des moteurs. Toute la production électrique derrière, elle se fait par des systèmes de dynamo. Le principe de la dynamo, c'est l'inverse du moteur, c'est-à-dire que le moteur, on met du courant et ça fait une rotation. La dynamo, on fait une rotation et ça génère de l'électricité, ça génère du courant. Donc voilà, toute la production aujourd'hui, elle est basée sur ces principes-là. Et finalement, l'usage actuel est toujours le même, c'est-à-dire que chez vous, l'électricité, vous allez l'utiliser pour de la lumière, pour du chauffage éventuellement, mais surtout pour des moteurs, pour de l'électroménager, ce genre de choses. Il y a un autre usage, on y viendra plus tard, mais voilà, c'est à peu près, c'est des choses qu'on retrouve aujourd'hui. On avait besoin de beaucoup de puissance, donc on est parti sur des systèmes électriques où le principe c'est qui peut le plus peut le moins, donc on y va à fond, et puis derrière si on en utilise moins, bah, c'est pas trop grave. Et donc c'est aussi les normes qui sont utilisées, c'est-à-dire que par exemple pour les câbles électriques, les normes c'est de faire des câbles qui soient suffisamment grands pour supporter le maximum, de telle sorte que bah, même si on utilise moins, c'est pas grave. C'est le même principe avec les ponts. Le principe d'un pont, c'est qu'il soit plus solide que ce qu'il a besoin d'être. S'il était moins solide, ce serait gênant. Donc voilà, c'est pas tout à fait vrai non plus, dans le sens que bah, on a des pannes sur les réseaux électriques qui sont dues notamment à des surconsommations en cas de pendant des hivers un petit peu durs. On a aussi des surconsommations avec les climatisations, tous les systèmes thermiques, ça consomme énormément d'énergie et d'électricité.
Mais voilà, c'est le monde dans lequel on vit et ce serait peut-être bien de changer. Mais en attendant, on est un petit peu victime, mais aussi acteur de ce monde-là. Donc voilà. Je vais pas trop rentrer dans ces débats-là de comment est-ce qu'il faudrait changer la ville et changer nos habitudes pour tout ça. L'idée, c'était de revenir sur ces questions de chargeurs au final. Mais voilà, c'est le premier impact, le premier usage de l'électricité, c'est ça. Et tous ces usages-là, en fait, ils n'ont pas besoin de faible tension. Tout ça, ça peut fonctionner avec des tensions de 220 volts, 210 volts aussi, c'est ce qu'ils font aux États-Unis, mais aussi avec d'autres tensions. Mais le réseau électrique, il n'est pas dans ces tensions-là. Pourquoi? Alors là, on va rentrer dans la technique. La technique, elle dit que l'électricité, il y a une règle qu'elle suit, c'est P égale UI. La puissance électrique vaut la tension électrique fois le courant électrique. Bon, tout ça, c'est électrique, hein. On reste dans le domaine de l'électricité. On a la puissance, donc c'est la puissance, c'est la puissance fois le temps, c'est l'énergie. Donc finalement, c'est l'énergie, tout ce que vous pouvez transporter, tout ce que vous voulez, toute l'énergie, toute l'énergie ou la puissance que vous avez, en fait, c'est la tension. Et la tension électrique, c'est l'envie d'un électron d'aller d'un endroit à un autre. Et donc ça, c'est multiplié par le courant. Le courant, c'est le nombre d'électrons qui se déplacent. Donc finalement, la puissance, c'est le nombre d'électrons que vous avez multiplié par l'envie qu'ils aillent se déplacer d'un point à un autre. Cette tension, elle peut être positive ou négative parce que l'électron, il peut avoir envie d'aller du point A au point B ou il peut avoir envie d'aller du point B au point A. On peut voir ça comme une rivière, plus il y a d'eau, l'eau ça symbolise le courant et la tension ça symbolise la pente. On peut aussi voir ça comme une armée de soldats. La puissance de votre armée, c'est pas que le nombre de soldats que vous avez. Le nombre de soldats, c'est votre courant. Mais ce qui va aussi faire la force de votre armée, c'est l'envie de votre armée d'aller casser la figure de l'armée adverse. Et si elle a très très envie d'aller lui casser la figure, elle sera plus efficace, elle aura plus de puissance. Donc on a encore cette relation de puissance vaut la tension que vous avez à casser la figure de votre adversaire, multipliée par le nombre de soldats que vous avez, ça vous donne votre puissance. C'est comme ça que nous les Gaulois, je dis nous les Gaulois, c'est comme ça que Astérix le petit village d'Astérix peut casser la figure aux Romains. C'est parce que les Romains, ce sont des soldats fonctionnaires face à un petit village qui a très très envie de leur casser la figure. Voilà. La puissance, c'est tension fois le courant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec ça? C'est qu'en fait, quand on va vouloir transporter de l'énergie, en fait, on va transporter une puissance. Puisque la puissance, l'énergie, c'est la puissance multipliée par le temps. Donc, on veut transporter de la puissance et il faut transporter beaucoup de puissance. Beaucoup de puissance depuis entre là où on la produit, avec nos dynamos. Nos dynamos qui peuvent être branchés à un caillou radioactif, qui peuvent être branchés à une centrale à charbon, qui peuvent être branchés à une éolienne. Bref, on a notre production d'énergie avec notre dynamo et on veut envoyer le courant très loin. Et en fait, il y a une propriété sur le courant qu'il faut bien comprendre. C'est que le courant, en fait, quand il va se déplacer, donc c'est des électrons qui vont se déplacer, ça va pas se faire sans conséquence. Ça va chauffer là où ça passe. Votre armée de soldats, plus vous avez de soldats, plus ils vont abîmer l'herbe en dessous leurs pieds. Sur leur passage, plus vous avez de soldats, plus ça va faire de dégâts. Finalement, en électricité, il y a un peu le même principe. Ça va pas être une usure physique, ça va être, ça peut générer des usures physiques, mais le principe, c'est surtout que quand votre courant va circuler, ça va chauffer. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Et donc là, finalement, on a qu'est-ce que je voulais dire? Finalement, on a cette loi qui dit donc P égale UI. Si plus vous avez de courant, plus vous avez de puissance.
Mais si vous voulez réduire à puissance égale le courant, bah, il vous suffit d'augmenter la tension. Et donc là, en fait, pour éviter cet effet Joule, qui génère de la chauffe et qui derrière aussi génère des baisses de tension, en fait, pour éviter cet effet Joule, eh ben, il suffit de revoir un petit peu notre armée. Notre armée, on disait, c'est une armée, il y a 1000 soldats à la base, et ils sont assez énervés. Eh ben, on peut passer. 1000 soldats, ça va faire beaucoup de dégâts sur le passage, ça va beaucoup chauffer. Voilà. Pour réduire cette chauffe durant le transport, eh ben, on a un moyen qui est très simple, c'est de réduire le nombre de soldats. On réduit le nombre de soldats, mais on les énerve un peu plus. Et s'ils ont très très envie d'y aller, bah finalement il y aura autant d'énergie. Donc voilà, c'est ce qui se passe en fait sur nos réseaux électriques. Pour le transport, et là encore on n'est que sur le transport, là votre soldat il n'est pas encore il n'est pas encore arrivé dans le camp adverse. Sur cette question du transport, l'idée c'est de réduire le nombre de soldats. Ce qui va se passer comme ça, en fait, en termes de courant, c'est que, enfin, en termes électriques, c'est que on va essayer de réduire le courant, et pour ça, on augmente la tension. Par contre, on a un problème, c'est que plus on augmente la tension, plus on augmente les dangers. Les dangers liés à la tension. Et ça va être deux types de dangers. Il y a le premier danger, c'est celui dont vous devez vous douter, c'est que plus il y a de tension, plus vous allez mourir. Donc il y a un danger physique pour les personnes qui s'en approchent. Et il y a un autre danger, c'est celui de l'arc électrique. L'arc électrique, c'est un problème que vous pouvez avoir même dans votre quotidien, sur vos simples appareils. C'est-à-dire que quand vous avez cette tension, il y a le risque que comment ça s'appelle ? Il y a le risque que l'électricité, que vos électrons veuillent passer d'un point A à un point B sans qu'il y ait de conducteur entre deux, et simplement parce qu'il y a une tension qui est telle, ben, ce qui n'est pas conducteur entre deux, c'est suffisamment conducteur pour que l'électricité passe quand même. Ça, c'est ce qui se passe au niveau des éclairs, dans le ciel. Il y a des nuages, il y a du sol, il y a des charges différentes entre les deux. Entre deux, c'est de l'isolant, c'est de l'air, mais l'air avec l'eau qui le rend un peu moins isolant, avec une ionisation qui se fait, finalement, l'électricité arrive quand même à passer. Et ça peut se passer chez vous. C'est-à-dire que si vous avez deux fils électriques dont la gaine est un petit peu abîmée, les gaines électriques sont un petit peu abîmées, vous avez un peu trop usé le caoutchouc, ce genre de choses, il se peut qu'il y ait des arcs électriques qui se font entre vos fils dans vos appareils, et ça peut être source de dysfonctionnement, d'étincelles, et avec des étincelles, des risques d'incendie aussi. Donc voilà. Normalement, avec les fusibles, normalement, avec les disjoncteurs, il y a un peu moins de danger, mais il y a toujours ce danger-là. Alors, d'ailleurs, au passage, l'électricité a permis de réduire le nombre de bougies chez les gens, et ça, c'était quand même aussi un bon truc, c'est-à-dire que oui, l'électricité, il y a un risque incendie avec, mais il est quand même moindre que quand on a du feu direct, c'est-à-dire que quand on fonctionnait avec des chandeliers. Donc, on revient à notre armée. Là, pour le coup, le risque, c'est que nos soldats, en fait, il y a un soldat, on l'a tellement... on avait nos 1000 soldats, on est passé à 100 soldats. On va dire qu'on augmente la tension, on les met vraiment, vraiment à fond, très, très motivés. Et par contre, on n'en a plus que 10. Donc là, pour le coup, ils sont 100 fois plus motivés qu'à l'origine quand ils étaient 1000. Mais on veut les envoyer. Eh ben, il y a le risque que c'est les rendre un petit peu tarés, et que, normalement, ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent aller au camp adverse, les écrabouiller et revenir. Et là, il y a le risque que ils soient même pas encore partis, qu'ils se remettent directement sur le chemin du retour en mode c'est bon, on a terminé. Mais ils ont toute cette énergie, cet énervement qu'ils vont utiliser sur le chemin, forcément. Et pour revenir bien épuisés, ils auront tout saccagé sur leur micro-chemin qui est proche de chez vous. Et ça fait des étincelles. C'est un truc un peu bizarre, mais voilà, vous avez tellement énervé vos soldats qu'ils sont devenus un petit peu fous, et qu'au lieu d'aller attaquer l'adversaire, il s'est rendu compte que il suffit juste de bien dépenser son énergie sur les 3 mètres carrés autour de chez vous, et d'y mettre le feu.
Voilà. Donc, le risque le risque avec des hautes tensions, c'est que finalement, votre électricité, au lieu d'aller sur le chemin que vous avez prévu, fasse un court-circuit là où il ne devrait pas y en avoir et fasse un arc électrique. Et donc ça, c'est hyper problématique. C'est un truc à éviter à tout prix. Donc, pour transporter, c'est bien d'avoir de la tension, mais pour éviter les problèmes de tension, eh ben, il faut bien isoler. Pour bien isoler, on peut, alors pour transporter beaucoup de courant, on peut utiliser, des câbles plus gros, mais pour mettre plus de tension, il va falloir séparer les câbles, mettre de la distance physique entre les câbles. Et cette distance physique entre les câbles, ben, en fait, c'est ce qu'on se trouve aujourd'hui sur les caténaires qui contiennent cette électricité. Et ça fonctionne très bien, on les écarte de plusieurs mètres et il n'y a pas de souci. Et finalement, voilà, ça fonctionne assez bien. On se dit que finalement, bah, chez nous, ça pourrait être bien d'avoir ces milliers de volts. Ça peut monter à plusieurs centaines de milliers de volts, hein, ce transport d'électricité pour diminuer le nombre pour diminuer le courant. C'est juste que ben, chez nous, comme je vous disais, il y a le risque que avec du 10 000 volts, eh ben, on se prenne un. En fait, on meurt, hein, simplement. Donc, en baissant la tension à 230 volts, l'avantage, c'est que si on se prend une décharge électrique, on a moins de chances de mourir. Je ne vous dis pas de le faire, il faut que ça reste accidentel, mais c'est pas toujours létal. Alors que à 100 000 volts, franchement, voilà, vous avez peu de chances d'y survivre. Aussi, pareil, je vous disais qu'il faut écarter les câbles. Et autant, bah, ça, en plein milieu de la nature, c'est pas trop problématique, autant chez vous, vous pouvez pas avoir des prises électriques de 2 mètres de large pour avoir vos 2 fils qui sont bien séparés de 2 mètres pour éviter tout arc électrique. Pareil, quand vous allez approcher vos doigts de l'appareil, à un moment, ben, ces 2 mètres, ils y seront pas. Vous avez des chances de vous prendre, du jus par arc électrique. Donc, ça peut être problématique. Donc, voilà, je vous déconseille très fortement d'avoir des très hautes tensions chez vous. Et donc, c'est bien d'avoir diminué ces tensions. 230 volts, c'est complètement arbitraire, hein, ça correspond à rien. Mais c'est ce qui est utilisé maintenant partout sur les réseaux électriques en France et en Europe. Dans d'autres régions du monde, ça peut être à des tensions différentes, notamment du 110 volts, comme aux États-Unis. Alors, on a nos tensions, on a notre réseau. Comme je vous disais, ben, pour transporter le courant sur des zones très longues, il faut réduire au maximum le courant. Et pour ça, il faut augmenter la tension. C'est juste que ben, quand on l'utilise de manière locale, on est obligé de baisser la tension. Et donc ça augmente le courant. Mais c'est moins problématique parce que, ben, au lieu d'avoir un gros câble, là, on a plusieurs câbles. Et puisque le réseau se divise entre les différentes usines, les différentes maisons. Donc on a des câbles plus petits qui contiennent moins de tension, des câbles qui peuvent être plus proches, moins de tension, mais plus de courant ou en tout cas, moins de, enfin, un courant plus élevé que s'il y avait une tension plus élevée. Alors, notre tension, elle arrive jusqu'à chez nous, on a du 230 volts. Et là, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on a plusieurs possibilités. Soit, comme je vous disais, parce que c'est pour des lampes, c'est pour des moteurs, c'est pour des choses qui demandent beaucoup de puissance, eh ben, on peut l'utiliser directement. Et ça, c'est super cool, parce que si on l'utilise directement, on n'a pas de conversion à faire, et si on n'a pas de conversion à faire, on n'a pas de perte. En tout cas, on limite les pertes. Là encore, avec le 230 volts, ça limite le courant un petit peu quand même, et donc il y a moins de pertes en effet Joule. Il y a des normes qui sont derrière par rapport aux sections des câbles. Une prise électrique, les câbles pour les prises électriques, globalement, c'est jusqu'à 20 ampères pour un certain nombre de prises électriques. Après, il y a des prises à 10 ampères, il y a différentes normes, hein, donc faites bien attention à tout ça, et faites bien attention à vos sections de câbles. Mais en fait, vos sections de câbles, elles sont là pour transporter un courant. Et ensuite, vos câbles doivent avoir des gaines suffisantes et une distance suffisante entre les différents fils en fonction de la tension pour qu'il ne puisse pas y avoir d'arc électrique. Donc tout ça, c'est très normé.
Et ça fonctionne très bien pour la majorité des appareils qu'on utilise toujours aujourd'hui quand on a besoin de puissance. Aujourd'hui, on a de nouveaux besoins. Des nouveaux besoins qui sont venus avec des nouvelles possibilités, et notamment grâce aux semi-conducteurs. Et ça nous permet de faire des appareils, notamment de l'électronique, qui vont faire des machines programmables avec des processeurs. Et là-dessus, en fait, on a un aspect miniaturisation. Les semi-conducteurs, on n'a pas tellement de limites par rapport aux questions de tension qu'on peut utiliser. On a des transistors qui peuvent fonctionner à très haute tension, donc ça pose pas trop de problèmes. Mais aujourd'hui, en fait, on essaie de faire des transistors qui fonctionnent à très basse tension. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut gagner de la place. L'idée, c'est de faire de la miniaturisation, donc de faire des produits électriques qui vont faire un maximum de choses dans un minimum de place. Et pour ça, on a exactement le même problème que tout à l'heure avec nos caténaires, avec la distance entre les câbles. Et bien là, on l'a en interne dans notre circuit électronique, dans le circuit électronique lui-même, voire dans la microélectronique, dans les composants eux-mêmes. Et donc là-dessus, en fait, on a une hiérarchie des tensions et des énergies, et finalement, on a des conversions à faire pour convertir le 230 volts en une tension qui soit raisonnablement faible pour pas endommager nos circuits électroniques. Circuits électroniques qui après permettent de faire plein de choses très très utiles. Donc on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. C'est trop beau pour qu'on s'en passe. Et donc, en fait, on a nos transistors, comme je vous disais, on va essayer de réduire un peu la tension. Quand on parle d'ordinateur, aujourd'hui on va parler entre guillemets d'ordinateur fixe ou d'ordinateur portable, je vais parler des ordinateurs fixes. Je ne sais pas trop si vous savez un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur, mais globalement, en fait, on a un processeur. Le processeur, lui, il va contenir des milliards de transistors dans quelques centimètres carrés. Alors, un transistor, ça ne consomme pas beaucoup, mais sur ces quelques centimètres carrés, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, il y a plusieurs milliards, donc c'est extrêmement petit, les circuits, et que derrière, vos processeurs peuvent consommer plusieurs centaines de watts. Donc en fait, il va y avoir énormément d'énergie sur ces petites distances, et donc finalement, il va y avoir aussi énormément de courant qui va circuler à l'intérieur. Donc là, ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir, comme les circuits sont extrêmement petits, il faut qu'il y ait des tensions extrêmement faibles. Donc ça peut être des tensions de l'ordre du volt, voire plus bas. Et on a le courant qui, lui, va devenir extrêmement élevé pour pouvoir subvenir aux besoins électriques du système. Donc voilà, c'est des tensions et des tensions extrêmement faibles, des courants extrêmement forts qui s'opposent à ce que l'on veut. C'est-à-dire que nous, quand l'électricité se déplace, on veut du courant, des tensions extrêmement fortes pour du courant extrêmement faible. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ces alimentations. Dans l'ordinateur, on va avoir un bloc d'alimentation générale qui va fournir du 12 volts, qui va transformer le 230 volts en 12 volts avec plus d'ampères. Et ce 12 volts va ensuite être transformé sur la carte mère en tension plus faible. Généralement, ça se fait par palier. On va faire du 3 volts, et puis ensuite on va faire de 1,8 volts, et du 1,1, et ainsi de suite. Il y a différentes tensions à faire. Et en fait, ces tensions-là, ça va permettre de générer beaucoup de courant avec. C'est pour ça que vous avez des bobines, c'est pour ça que vous avez des condensateurs autour de vos processeurs. L'alimentation se fait vraiment autour du processeur pour être le plus proche possible. Et pourquoi être le plus proche possible? Là encore, comme on est sur des tensions très faibles, on a des courants qui sont très forts. Et si on a des courants qui sont très forts, les circuits vont chauffer. Et votre fil électrique, il va chauffer proportionnellement, entre autres, à la longueur. Donc il faut des circuits qui soient courts. Donc là encore, plus on est sur des tensions qui sont faibles et des courants qui sont forts, plus on veut que les câbles soient courts. Voilà. Donc ça, c'est un peu de manière générale l'électronique, pour comprendre que voilà, en fait, le réseau, c'est un peu magique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a le réseau électrique qui est sur plusieurs centaines de kilomètres, qui transporte des centaines de milliers de volts, qui en équivalent va transporter 1 milliampère, peut-être, j'en sais rien, pour que ensuite ce soit transformé en 230 volts, pour que ça fasse quelques dizaines de milliampères, ou quelques centaines de milliampères, pour que
ça soit transformé ensuite en 12 volts, puis en 1 volt, pour que ça puisse faire des très basses tensions à plusieurs dizaines, peut-être même des centaines d'ampères. Donc voilà, on a ce système-là euh, qui fait qu'en fait, plus on va, on a un système d'embranchement, et ces embranchements font que plus on a des lignes qui sont longues, plus on a des tensions qui sont fortes, et plus on a des courants qui sont faibles, et réciproquement, plus on va s'approcher de l'appareil électronique final, plus on va avoir des tensions qui sont faibles et des courants qui sont forts. Là encore, on a le P égale UI. Voilà, on a cette règle vraiment qui s'applique. Et il faut vraiment faire attention à ces questions de longueur. Alors, quand j'étais étudiant, j'avais eu cette fausse brillante idée de dire, bah oui, bah, ce serait quand même bien d'avoir des alimentations 5 volts dans un transformateur 5 volts dans la maison qui permettent d'alimenter toute la maison. Comme ça, on a de l'USB partout, on a du 5 volts partout, on n'a pas besoin d'avoir des transformateurs partout. Oui, mais non. Parce que là encore, je vous ai dit, il faut que ce soit le plus proche possible de ce qu'on veut alimenter. Le 230 volts, il est extrêmement utile pour le 220-230, hein, je dis l'un comme l'autre. Cette tension alternative, elle est extrêmement utile pour, euh, pour pouvoir alimenter des moteurs, des chauffages des, et de l'éclairage, sans avoir besoin de transformateurs en plus. Maintenant, on a besoin aussi, avec l'électronique, de plus en plus de faible tension. Mais ça voudrait dire que si on avait un transformateur général pour l'ensemble de la maison, ça voudrait dire plusieurs choses. Ça voudrait déjà dire qu'il faudrait un deuxième réseau électrique, donc 2 fois plus de fils de cuivre dans vos maisons. Donc déjà que le cuivre, ça coûte cher, ben, si vous doublez le réseau, vous ne serez pas forcément très très content. Alors après, ce sont des choses qui se font, notamment le PoE, Power over Ethernet, pour ceux qui connaissent. Il y a des choses intéressantes qui se font comme ça, mais on a aussi l'avantage de pouvoir faire du transfert de données dessus, donc bon, ça, pourquoi pas. Euh, Ensuite, on a... comment ça s'appelle? Et ensuite, donc, même si on avait nos réseaux électriques de 5 volts, eh ben, on est limité en courant parce que ben, on ne peut pas transmettre autant de courant qu'on le souhaite sur nos fils de cuivre, ou alors il faut des fils qui soient extrêmement larges. Les fils de cuivre dans les maisons, je vous avais dit, c'est entre 10 et 20 ampères que ça peut transporter sans trop de danger. Ben là, pour le coup, ça voudrait dire que sur vos fils 5 volts, avec des fils équivalents, ben, par exemple, en 5 volts à 20 ampères, et ben, c'est 100 watts, vous êtes limité à 100 watts de consommation. Donc vous pouvez charger quelques téléphones en parallèle, mais pas beaucoup non plus. Donc voilà, c'est un petit peu gênant, un petit peu triste, mais en tout cas, cette idée du transformateur général pour avoir du 5 volts dans toute la maison, ben, c'est pas si génial que ça au niveau du réseau électrique. En plus de ça, votre transformateur, il n'est pas forcément hyper efficace, quel que soit le courant qui va être consommé. Donc là encore, c'est aussi dommage, ça fait de la perte de conso, de la perte de conso, de la perte de puissance, de l'énergie gaspillée. Donc voilà, cette idée d'avoir un transformateur global pour avoir une tension, je ne suis pas convaincu. Et puis là encore, on parle de 5 volts, mais on peut aussi parler du fait qu'il y a pas mal d'appareils qui fonctionnent en 12 volts parce qu'elles ont besoin de plus de tension pour, par exemple, si elles ont des haut-parleurs, si elles ont de l'affichage, des grosses LED, ce genre de choses. On pourrait imaginer. Donc on peut avoir des besoins de tension plus élevés. Donc il faudrait du 5 volts, il faudrait du 12 volts, il faudrait plein de tensions. Et donc avoir une grosse tension qui soit suffisante, eh ben c'est pas si mal que ça finalement. Alors on a, on a tout ça qui dit que ben voilà, en fait là-dessus on se rend compte que notre transformateur, pour pouvoir transformer notre 220 volts en haute tension comme le 5 volts, eh ben plus il est proche de l'appareil, mieux c'est. Éviter les câbles USB trop longs, éviter les câbles en tension, en courant continu de façon trop élevée. Si les tensions sont faibles et que les courants sont forts, ça évitera les problèmes. Alors, là-dessus, ben oui, ok, mais
à ce moment-là, pourquoi avoir des alimentations externes? Alors, il y a déjà, il faut voir que au niveau des chargeurs, quand on parle de chargeurs, de chargeurs de téléphone, notamment des chargeurs USB, ce ne sont pas des chargeurs, ce sont des alimentations électriques. Elles alimentent, elles envoient une tension fixe. Pour charger une batterie, comme une batterie de téléphone, ça se fait comment? Ça se fait en chargeant, en envoyant un courant continu dans la batterie. Et ce courant-là, c'est pas une tension, c'est un courant. Et il y a une tension qui est liée en fonction du moment où c'est en train de charger. Et donc, en fait, il y a un circuit de charge. Et ce circuit de charge, qu'on peut appeler le chargeur, il se trouve dans le téléphone. La transformation électrique, pour se transformer, qui est le chargeur, entre guillemets, le chargeur, l'alimentation USB, finalement, elle se trouve au mur. Et il y a différentes raisons à ça. Euh, la raison principale, il y a deux raisons principales. C'est la chauffe. Cette transformation de 230 volts à 5 volts, eh ben, elle chauffe pas mal. Donc, ça permet de limiter un peu la chauffe de votre téléphone. Et puis, en plus de ça, ça nécessite un transformateur. Et ce transformateur, donc c'est je dis un petit composant, justement, c'est un gros composant qui contient deux bobines qui sont liées par une ferrite. Et ça prend de la place. Et donc, finalement, c'est du volume en moins dans votre téléphone. Et finalement, on va retrouver ça aussi sur la majorité des équipements qui ont besoin d'avoir des alimentations externes. L'idée, c'est juste d'alimenter, d'envoyer une puissance électrique en tension continue et en courant continu. Euh, et, euh, et voilà. Et on va, entre guillemets, l'appareil ensuite va se débrouiller avec cette tension-là. Ça fonctionne et ça fonctionne sur beaucoup d'appareils. Et en fait, on va retrouver ça donc sur ce concept-là sur énormément d'appareils, comme des imprimantes, comme des enceintes, comme je sais pas moi, j'ai pas plus un routeur, un routeur de réseau, comme des fois comme des écrans, voilà, comme plein d'appareils et beaucoup trop. Et alors pourquoi eux aussi ont leur transformateur finalement au niveau de la prise? Finalement, ce serait peut-être bien qu'ils le contiennent en interne. Autant dans le téléphone, ça peut prendre de la place, mais autant dans ces appareils-là, ça peut aussi prendre de la place. Mais il y a deux autres facteurs qui rentrent en jeu. Il y a le, comment ça s'appelle il y a les coûts de fabrication et de développement. Développer une alimentation électrique, bah, ça prend du temps, de l'argent. Et finalement, il y a des sociétés qui vendent des alimentations électriques externes qui sont déjà certifiées, qui sont déjà testées. Et finalement, ben, ça permet de sous-traiter finalement la partie de l'alimentation électrique. Et ça permet de simplifier la, comment ça s'appelle, la vérification des normes et le marquage CE au final de votre produit. En plus de ça, ça permet de réduire la chauffe de votre produit et de réduire son volume aussi. Ça permet quand même d'avoir un produit plus petit et qui chauffe moins. Il faut faire attention si vous avez une alimentation électrique dans votre produit. Il faut faire attention parce que elle peut chauffer. Moi, j'avais cet exemple-là assez amusant avec un chargeur, un chargeur, je crois que c'est les chargeurs B6, chargeur de batterie LiPo. J'avais pris la version AC, la version alternative, qui permettait d'être branché en alternatif en 220 volts en entrée, plutôt que d'avoir une alimentation externe. Et quand on l'ouvrait, on voyait qu'en fait, à l'intérieur, on avait ce fameux boîtier électrique qui était juste mis à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Et donc là aussi, autant on peut penser que voilà, il y a une surproduction en fait de ces alimentations parce que il y a une surproduction de ces alimentations-là parce que on en a de trop, elles sont partout. Et d'un autre côté, si elles n'étaient pas en dehors du produit, elles seraient dans le produit. Et quand vous jetez le produit, vous jetez aussi à ce moment-là l'alimentation. Donc finalement, ça ne fait pas tellement de différence. Le problème, c'est qu'on en a des caisses de ces alimentations-là parce qu'on en a toujours des fois un petit peu besoin pour un appareil, on a perdu l'alimentation. Et d'un autre côté aussi, c'est parce que quand on jette un produit électronique aujourd'hui, généralement on garde l'alimentation parce qu'on se dit toujours bah, ça pourra servir. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se remplit de qu'on a des caisses d'alimentation, qu'on a à ne plus savoir quoi en faire.
Mais faut bien se dire que si ces alimentations-là n'étaient pas sur des câbles électriques séparés, elles se retrouveraient en fait dans les produits. Et on ne peut pas vraiment faire autrement. Alors, est-ce qu'on ne peut pas vraiment faire autrement? C'est là où j'aimerais revenir sur un autre point, c'est sur celle de la production électrique. Aujourd'hui, la production électrique, elle est centralisée dans des centrales nucléaires, des centrales diverses et variées. Et il y a une production, un type de production électrique qui change un petit peu, c'est la production d'électricité avec des panneaux solaires. Les panneaux solaires, en fait, c'est des semi-conducteurs, c'est de l'électronique et c'est de l'électronique continue. Et donc, en fait, avec ça, on peut générer des tensions continues, en fait, des tensions et du courant continu. Et, et ça fonctionne très bien. Et c'est pour ça qu'avoir un panneau solaire, c'est extrêmement sympa quand on a, par exemple, un bateau, une caravane, pour pouvoir charger derrière une batterie type batterie de voiture en embarqué. Donc tout ça, ça fonctionne avec des tensions relativement faibles. euh, et ça fonctionne très bien en fait. Et donc aujourd'hui, quand on a des habitations, on a tendance à vouloir brancher nos panneaux solaires sur notre réseau général. Finalement, le solaire, il y a plein de manières de l'utiliser. Et entre autres, soit on peut le reconvertir en 230 volts pour le réinjecter sur le réseau pour pouvoir faire fonctionner n'importe quel appareil à partir de nos panneaux solaires. Ça peut être un système. On peut y ajouter une batterie tampon éventuellement aussi avec ça. Ça peut permettre d'être plus efficace à ce moment-là. Mais il y a d'autres possibilités aussi. Alors les panneaux solaires, on peut les utiliser directement pour utiliser leur chauffe pour chauffer un chauffe-eau, un chauffe-eau par exemple, pour chauffer de l'eau. Ou alors on peut les utiliser aussi en fait en direct, donc pour pouvoir alimenter des appareils en tension continue. Et là-dessus, la transformation de l'énergie de ces panneaux solaires vers vos appareils seront une transformation beaucoup plus efficace électriquement. Et donc ça, c'est ce qui se passe dans les caravanes et les maisons qui bougent, globalement, les maisons mobiles, dès que vous n'êtes pas relié au secteur finalement. Dès que vous n'êtes pas relié au secteur, vous voulez éviter à tout prix le 230 volts. 230 volts qui est surtout très utile pour le transport de l'électricité sur plusieurs kilomètres depuis le transformateur général vers votre habitation. Donc voilà, en fait, il y a énormément d'appareils et de produits qui peuvent fonctionner avec des tensions plus basses. Il faut faire attention par contre au courant, parce qu'avec une tension plus basse, ça fait passer moins de courant. Mais voilà, c'est pas mal du tout. Et justement, on parlait un petit peu du futur, comment éviter toutes ces alimentations là. Alors, il y a plusieurs pistes. Déjà, je trouve que le principe de l'USB-C, l'USB, j'ai jamais vraiment accroché. Il y avait eu les câbles qui sont devenus la norme. Il y a eu le mini USB qui était pas si mal et le micro USB qui était beaucoup plus fin, mais qui était aussi beaucoup plus fragile. Et aujourd'hui, on a l'USB-C. Globalement, l'évolution de l'USB, à la base, l'USB c'était juste pour pouvoir connecter des souris et des clés USB sur les ordinateurs, donc des appareils qui consomment pas beaucoup, qui sont liés à un ordinateur. Et finalement, l'USB, ça a permis aujourd'hui, donc l'USB est devenu USB 2 pour être plus rapide, puis USB 3 pour devenir encore plus rapide, et il y a eu l'USB-C pour dire, au fait, on a le power delivery, on peut transmettre de l'électricité, de la puissance, donc on peut charger aussi, on peut charger correctement des appareils, et l'USB-C est une excellente norme, qui permet d'ailleurs d'avoir des tensions plus élevées pour être plus efficace dans le transfert d'électricité. Comme je vous disais, hein, on est limité en courant. Donc pour transporter plus de puissance pour charger votre téléphone ou votre ordinateur, finalement la solution c'est d'augmenter la tension. Et en plus de ça, ça utilise plusieurs fils électriques pour pouvoir transporter cette fameuse tension et cette fameuse énergie électrique. Donc voilà, c'est pas mal du tout l'USB-C. C'est une solution en disant, voilà, si tous les appareils fonctionnaient en USB-C, ça serait idéal. Alors c'est bien, mais ce n'est possible qu'aujourd'hui parce que l'USB-C nécessité du développement et nécessite des circuits électroniques en plus. C'est-à-dire que l'USB, c'est pas que des câbles simples. Il y a des circuits électroniques dans les câbles, par exemple, en fonction des câbles. Donc voilà, c'est des choses qui sont plus chères. Mais vraiment, il y a un gros potentiel avec l'USB-C, un potentiel que j'aime beaucoup. Et en plus de ça,
Si aujourd'hui on décentralise et on refait de la production un peu locale de l'électricité, notamment avec des panneaux solaires, finalement, on peut faire des sous-réseaux électriques dans les maisons pour, dans des pièces, sur des manières un petit peu optimisées, avoir des appareils qui vont se charger de manière beaucoup plus efficace par des batteries, des panneaux solaires. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'imagine pour le futur, c'est-à-dire finalement euh, avoir ces systèmes de création d'électricité un peu plus locales avec des tensions un peu plus faibles qui permettent de limiter en fait le nombre de transformateurs. Reste là encore que, comme je vous l'ai dit, les transformateurs, même si on a l'impression que c'est un gâchis monumental, ce gâchis fait partie de tous les appareils que vous avez jetés et qui eux-mêmes sont le gâchis. Un transformateur externe n'est rien qu'une partie d'un produit un peu plus gros. Donc voilà. Tout ça pour dire que ces questions-là, elles ne sont pas si évidentes. Elles sont très intéressantes. Et j'espère que ça vous aura beaucoup intéressé. Et j'espère qu'on pourra créer un meilleur futur avec moins de gâchis, moins de produits électroniques et une meilleure efficacité globale. Là encore, je vous le rappelle, si jamais vous voulez vous lancer dans des systèmes électriques à base de panneaux solaires pour gérer vos maisons, déjà ne me contactez pas parce que c'est pas du tout mon métier et je m'y connais absolument pas assez pour pouvoir faire ça. Mais ensuite, faites ça correctement. Il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent rien, qui se mettent sur le créneau des panneaux solaires aujourd'hui parce que c'est à la mode, parce qu'il y a des aides d'État, parce que tout ça. Donc on a déjà dû vous contacter, oui, bonjour, on veut vous aider grâce au prêt, machin, vous pouvez avoir vos panneaux solaires gratuitement. Euh, voilà. Mon but, c'est absolument pas de vous faire la promotion des charlatans. Au contraire, renseignez-vous, faites les choses correctement. Mais il y a un vrai potentiel derrière à l'avenir, et notamment sur ces questions de transformateurs et de transformation électrique et de perte en chaleur et de perte en transformation de l'électricité pour tout ce qui est électronique. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que... Ah tiens, j'y pense aussi. J'avais pu travailler notamment, par exemple, sur des produits aussi. J'avais pu travailler sur une montre de chez Tissot, la Tissot Smart Connect. Et globalement, c'est des montres qui fonctionnent sur panneaux solaires. L'idée, et là encore, c'est des développements qui sont extrêmement beaux, qui sont extrêmement sympathiques, puisqu'il s'agit en fait de faire des montres qui vont consommer le moins possible pour que sur un panneau solaire, aussi petit soit-il, ça puisse alimenter la montre de manière continue et quasiment infiniment sans avoir besoin jamais de la charger. Et donc là, on peut imaginer qu'il puisse y avoir plus d'appareils comme celui-ci. Alors une montre, ça consomme pas beaucoup, mais le panneau solaire de la montre est quand même très petit. Donc il y a des optimisations à faire. Il y a un vrai travail un peu chirurgical, finalement un travail d'horlogerie à faire pour pouvoir avoir cette efficacité énergétique. Et on peut imaginer ce même système sur beaucoup plus d'appareils électriques aujourd'hui. On pourrait imaginer dans l'avenir avoir des téléphones portables avec la face arrière qui sont un panneau solaire. On pourrait imaginer plein de choses. Maintenant, là encore, ça va demander du temps aussi de faire ce genre de système. Autant pour un smartphone, c'est compliqué d'avoir votre smartphone qui fonctionne sur panneau solaire de manière efficace. Autant sur un téléphone de secours, sur un téléphone type, je n'ai pas envie de citer de marque, mais sur les vieux téléphones qui consomment pas grand-chose et qui tiennent plusieurs semaines, on pourrait tout à fait imaginer leur ajouter un panneau solaire pour les rendre, pour rendre leur autonomie quasi infinie. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis là encore, n'hésitez pas à me faire des retours. Est-ce que vous avez apprécié ou pas ce format-là? Est-ce que ça vous aura appris des choses? Bonne journée, au revoir.